D'abord, avant de commencer, je voudrais dire que, bien sûr, on avait beaucoup de conversations au labo et de discussions scientifiques sur ces sujets, sur l'intérêt que ça suscite. Et je remercie qu'on me propose de résumer aujourd'hui ce que j'ai compris modestement du sujet. Mais je tiens à signaler que je fais cet exposé le vendredi, on est le pont de l'Ascension aujourd'hui. Et j'ai remarqué dans la liste des séminaires des années précédentes qu'il n'y a jamais eu de séminaire le pont de l'Ascension. Enfin, j'en ai pas vu, j'ai regardé sur les 15 dernières années, c'est en ligne. Donc, je remercie les organisateurs spécialement pour cette attention. Très bien. OK. Donc, sinon, plus sérieusement, donc on a commencé il y a 2 ans et demi avec Olivier Pironneau à nous poser la question de savoir, de nous former par l'outil. Et puis, je remercie aussi spécialement Hervé Jourdain, avec qui j'ai écrit un papier que je vous résumerai à la fin de cet exposé. Et j'ai aussi travaillé avec Sonny Binetta-Diallo, qui a fait un stage avec moi et Olivier, et Mathieu Ancelin, qui est en ce moment en postdoc. Ok, donc je vous rappelle, il y a 2 ans et demi, essentiellement, j'y connaissais rien, et on a décidé, en parallèle, enfin en même temps, avec Olivier, de s'intéresser à ces nouveaux logiciels, TensorFlow, Keras, Scikit-learn, PyTorch, Julia, MATLAB, qui permettent d'implémenter ces méthodes de machine learning pour essayer de comprendre si véritablement ça a apporté quelque chose, parce que c'est un sujet très à la mode, comme nous le dit Yvon. Alors, essentiellement, ces logiciels sont en ce moment très efficaces pour faire de la reconnaissance d'images. Ça, c'est la fameuse base de données MNIST que vous voyez. J'espère que vous voyez ma souris. Là, je pointe un peu. C'est de la reconnaissance de chiffres. Oui, très bien. C'est à l'américain. En ce moment, évidemment, l'autre sujet scientifique important, c'est pas immédiatement l'intelligence artificielle, le deep learning ou le machine learning. C'est plus tout ce qui est lié autour du coronavirus. Mais par exemple, j'ai trouvé cet article, il y en a plein dans le Wall Street Journal, qui explique qu'ils sont en train, il y a des études qui sont menées pour utiliser l'intelligence artificielle pour faire de l'apprentissage supervisé en sortie de code de calcul. Donc pour Yvon, ça ressemble beaucoup, ces codes de calcul, à ce que Picmal avait exposé dans ton séminaire Covid il y a 3 semaines. Enfin voilà, donc les deux sujets ont des liaisons naturelles. Et en ce qui me concerne, je l'ai appliqué à des méthodes de reconstruction d'interface. C'est ce que vous voyez à droite, que je détaillerai dans ma dernière partie. Alors, ces nouvelles pratiques, ces nouveaux outils, ça pose un certain nombre de questions à la communauté de l'analyse numérique et du calcul scientifique. Et pour cet exposé, et pour les travaux que j'ai menés, pour les réflexions que j'ai menées, on va dire, je me suis beaucoup servi de ce qui était exposé dans des papiers de Jaroski, 2017, les papiers récents de Dobchi et Devor, que Ron Devor a exposé chez nous il n'y a pas longtemps. Donc c'est plus de l'analyse numérique, et en calcul scientifique, Estaven et Zaleski. Et il y a eu aussi des discussions avec plein de collègues, quand ça a été possible, Rémi Abgral, que j'ai cru voir d'ailleurs dans la liste à droite. Et puis, tout ça, ça pose plein de questions, comment on approche des EDP, comment on approche des fonctions, et évidemment, on peut, dans des voies différentes, mais les travaux d'Yvon, d'Albert, là, avec Somakal, en ce moment, il étudie avec un postdoc comment reconstruire des fonctions interface aussi. Bon, très bien. Voilà, donc ça, c'est le contexte général. Et la dernière partie de ma présentation, je vais donc faire le lien avec des techniques de résolution très particulières. On va construire des schémas numériques, mais pour résoudre une EDP. Donc ça, c'est tout ce qui concerne le lien entre machine learning et EDP. Alors, vous verrez, ce sera une contribution modeste, mais bon, voilà. Vous voyez, donc on veut résoudre une équation de transport. A est un champ de vitesse ou d'advection donnée, et alpha 0, la donnée initiale, est une fonction indicatrice. Soit 1, soit 0, c'est ce qui ressemble à c'est ce qu'il y a là. D'accord ? Alors, il y a 3 parties dans mon exposé. Tiens, allons-y. Toc. Le premier que j'appelle framework, c'est, disons, une sorte de présentation générale de niveau colloquium, parce que c'était ce qui m'a été proposé, où ceux qui, essentiellement, à ceux qui ne connaissent pas grand-chose au machine learning, et se demandent bien si c'est sérieux, je vais présenter une sorte de résumé de ce que j'ai compris du sujet. Et je préviens, donc en rouge, foncé, ça va être systématiquement, ça va correspondre à ce que vous pourrez prendre comme des définitions. OK ? Donc le point de départ, donc là je vais présenter des outils qui permettent de mettre en œuvre tout ça. Donc le point de départ, c'est qu'on se donne des données. Donc des données, elles peuvent être de toutes sortes, de toute nature, et pour faire simple, et en fait d'ailleurs c'est le point de départ, le plus simple c'est de considérer qu'il y a une sorte de fonction de transfert, f objectif, qui est essentiellement inconnue, qui nous envoie des données qui existent dans Rm,
vers une sortie qui est dans Rn, où m est différent de m. Alors très généralement, m est grand et n est raisonnable, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Alors je l'appelle la fonction objectif. En fait, cette fonction, essentiellement, je ne la connais pas. Hein, personne ne la connaît. Les données d'arrivée, les YI, peuvent être bruitées. Vous voyez, il peut y avoir un bruit. On espère que le bruit est petit. Moi, je ne parle pas du bruit. Hein, je ne sais pas quoi dire là-dessus. Bon, très bien. Enfin voilà, donc on va faire jouer un rôle particulier à ce dataset qui va permettre d'encoder la fonction f, quoi, voilà. 3 exemples. La base de données des chiffres MNIST dont j'ai parlé au tout début, ce sont des tableaux qui représentent des pixels, des petits carrés 28-28, qui encodent l'image, les 0, les 1, les choses comme ça. Et donc, M vaut 784, là, dans le cas présent. Et comme il y a 10 sorties possibles, parce que vous pouvez être soit un 0, soit un 1, jusqu'à soit un 9, n égale 10. Dans la deuxième section, on fera m égale n égale 1. Et dans la troisième section, j'ai été jusqu'à m égale 125, mais je présenterai des résultats que en 2D. Enfin voilà. Donc on avance. Alors le deuxième ingrédient, c'est qu'on va faire du learning supervisé, c'est-à-dire qu'on connaît les Y. En fait, voilà. Dès qu'on connaît les Y, on fait du learning supervisé, on connaît la sortie. Et donc, vous avez un dataset D. Le dataset, c'est D, il est là. D'accord ? Et la question, c'est de reconstruire la fonction objectif au mieux. Alors, pour démarrer, évidemment, la première méthode qui vient à l'esprit, c'est de faire du moindre carré. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se donne X les entrées et on choisit une matrice de poids, de weight, W, et un bias, qui est en fait un vecteur de décalage, d'offset. Donc, en fait, c'est juste une représentation affine, hein, d'accord? Et on fit W et B au mieux possible, de sorte que ça représente les données. Alors, comment on fait? On assemble la fonctionnelle de moindre carré, qu'on normalise par le cardinal des éléments dans D pour que ça fasse bien. Donc ça, c'est l'erreur moyenne L2, tout simplement. Et on cherche à minimiser cette fonctionnelle. Il n'y a pas de problème. Il y a un minimum, enfin, il y a un minimum déjà, enfin, il y a un ou des minima. Mais donc on peut la fonctionner, la minimiser parce qu'elle est convexe. Alors, le grand succès du machine learning et de ces techniques, c'est en fait la classification et le traitement d'images. Alors, c'est pas tout, ça veut dire que pour la classification, en fait, on cherche, comme pour les données MNIST, la sortie. Ça va pas être, disons, ça va être typiquement des probabilités, ce qu'on peut appeler des probabilités discrètes, des nombres compris entre 0 et 1. En gros, telle image a-t-elle une probabilité élevée ou pas d'être identique à un 1, un 2, un 3, ainsi de suite. Vous voyez, donc là, vous avez des probabilités. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous reprenez cette fonction linéaire, vous la normalisez de sorte que, vous voyez, la PI, ça vous sort, c'est exponentiel de... Ah oui, enfin pardon, si Z10 sont des nombres quelconques, PI maintenant est entre 0 et 1, et la somme des PI fait 1. Et vous regardez cette fonction, cette fonctionnelle, qui s'appelle la cross-entropie, qui est basée sur la divergence de Kullbaum-Leibler. Ça fait chic de dire ça, mais bon, c'est jamais qu'une fonction convexe comme une autre. Enfin, en tout cas, c'est avec ce genre de fonctionnel qu'on fait de la classification. Donc moi, j'en parlerai pas pendant mon exposé. Alors ça, c'est un petit exemple. C'est une photo que j'ai prise dans mon jardin. J'ai utilisé PlanteNet, qui est une petite application sur mon téléphone, et je lui ai demandé de reconnaître si cette feuille, et de quel type était cette feuille. Et il m'a dit à 42%, vous voyez, on peut deviner que c'est à 42%, là, parce qu'il y a un peu plus de 2 étoiles vertes sur 5. C'est une courgette. Ensuite, c'est peut-être un cornichon, un truc comme ça. Bon, je vous dis que c'est une courgette, donc il a bien trouvé, c'est pas mal. Continuons. Ah oui, voilà. Enfin, sauf qu'évidemment, bien sûr, faire de la reconstruction, de l'interpolation linéaire, enfin, de la reconstruction linéaire, c'est un peu élémentaire. Donc, il faut faire mieux. Alors là-dessus, il y a 2 idées simples qu'il faut avoir à l'esprit. C'est qu'on va utiliser, dans ces méthodes de machine learning, on va utiliser la récursivité des fonctions, la récursivité ou la composition des fonctions. Donc, en fait, quand on parle de deep learning, typiquement, c'est ce que je suis en train d'introduire. Alors, comment ça marche? Vous vous donnez une première couche, c'est comme ça qu'on va les appeler, de taille M, qui étaient les entrées. Vous vous donnez la dernière couche, les outputs, qui est de taille N, qui sont les sorties. Et vous mettez un certain nombre de couches intermédiaires, autant que vous le désirez, et de taille à peu près quelconque, que vous allez appeler des couches cachées. C'est le langage. Et ici, comme j'utilise des matrices pleines, a priori, ces couches cachées sont denses. Et donc, ça veut dire que pour passer, par exemple, de cette couche-ci à celle-là, eh bien, on va introduire une nouvelle transformation linéaire de la forme WX plus B. Donc là, il y a l'indice R qui est l'indice de la couche, quoi. Okay. Et la fonction qu'on reconstruit, la fonction F qu'on va chercher à
affûté au mieux, bah, ça va être la composition des fonctions f0, f1, f2 et ainsi de suite. D'accord? Alors, un élément de langage, donc ce qu'on appelle la profondeur du réseau, c'est le nombre de couches. Donc, c'est simplement sur l'axe X. D'accord? Et la largeur, ou la largeur par couche, là, je n'ai pas tout à fait su ce que ça voulait dire, mais enfin bon, très bien. Moi, je prends la largeur comme le max du nombre de couches, du nombre de neurones par couche. Ah oui, j'ai oublié de dire que ce qu'on appelle un neurone, c'est très exactement un de ces points que vous voyez là, tout simplement. Donc, si sur une couche, j'ai un espace vectoriel de dimension 10, eh bien, pour faire chic, vous direz que vous avez 10 neurones. Bon, évidemment, c'est mieux. OK? Mais évidemment, c'est trivial quand même ce que je suis en train de raconter, parce que si vous composez des fonctions linéaires, de cette manière-là, le résultat est une fonction linéaire. Donc là, je suis juste en train de perdre mon temps. J'ai introduit des degrés de liberté, mais c'est idiot. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On introduit tout de suite un outil pour casser la linéarité et pour mettre de la non-linéarité. Alors, on introduit une fonction non linéaire qu'on va appeler une fonction d'activation. Alors ça, c'est vraiment du langage qui vient de ces idées au début de l'intelligence artificielle, du machine learning et des comparaisons avec les sciences cognitives, choses comme ça. On pensait à des neurones. Et en gros, il y en a deux types. Pour faire simple, il y en a plein de types. Il y a les sigmoïdes, qui sont des fonctions qui sont dans C1. Donc la sigmoïde, là, c'est la fonction noire. Donc typiquement, c'est une fonction qui est croissante, qui va de 0 à 1, croissante, qui est C1, voire même C infini, si vous avez envie. Et dans mon cas, là, j'ai normalisé la sigmoïde. La dérivée maximale ne peut pas être plus grande que 1. D'accord? Ou, en ce moment, la pratique et la théorie se tournent beaucoup vers l'étude des fonctions relues. Relues, c'est rectified. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, rectified linear units. Et c'est, je la noterai R, c'est R de x égale max de x est 0. Alors ça, c'est un truc qui est très, très caractéristique en machine learning, c'est qu'ils ont tout un tas de noms spéciaux pour des trucs qui nous apparaissent, du point de vue des MATLAB, éventuellement complètement élémentaires, parce que ça c'est soit la fonction max de x est de 0, soit c'est la fonction x+, soit, moi, à un moment, je me disais, ah bah tiens, ça ressemble pas mal à des petits bouts d'entropie de Khrouchtchev, des trucs comme ça. Bon, très bien. Mais enfin, eux, ils l'appellent relu. Très bien. Bon, ça fait chic aussi, d'une certaine manière. Et bien sûr, une telle fonction d'activation, vous pouvez l'activer soit sur un réel, et ça vous rend un réel, mais vous pouvez aussi l'activer sur un vecteur, et vous l'appliquez composante par composante. Vous êtes d'accord avec ça? J'espère que tout le monde est d'accord. Attendez, comment ça marche? Attendez une seconde. Je réaffiche quelque chose. Ah, voilà. Très bien. Donc, voilà. Oui, c'est très clair. D'accord? Et donc maintenant, ce que vous faites, c'est que vous cassez la linéarité de tout à l'heure en mettant en sandwich entre deux fonctions fr linéaires, vous mettez une fonction d'activation, une fonction non linéaire. Soit sigma, soit la fonction relue, la fonction r. Et donc maintenant, les fonctions que vous allez manipuler, eh bien, ça va être G0, G1, G2, enfin, c'est toujours pareil, la composition, on l'écrit à l'envers. Bon, très bien. Et donc, ça veut dire qu'on fait agir dans un premier temps F0, puis sigma, puis F1, puis sigma, puis F2, etc. Et la dernière couche, systématiquement, on la laisse linéaire dans la pratique. Et on comprendra assez vite pourquoi dans la section 2. Bon, très bien. OK? Donc ça, en fait, c'est la structure générale des fonctions qu'on cherche à manipuler. Donc là, les matrices là, étaient quelconques. Et là, je voudrais présenter par rapport à ce cadre général-là, 3 variantes dont on a beaucoup parlé soit dans les séminaires au labo, soit dans la littérature, très bien, mais qui en fait, vous allez voir, on va introduire des contraintes sur les fonctions W et on va pouvoir faire des choses intéressantes. Donc les 3 variantes dont je veux parler sont, premièrement, le grand succès des méthodes de machine learning et de réseaux de neurones, qui sont basées sur les travaux de Yann Lequin, et qui s'était rendu compte que pour faire de la reconnaissance d'images et de la classification d'images, si on utilise des réseaux de neurones convolutifs, c'est extrêmement efficace. OK. Alors, bon, pourquoi c'est extrêmement efficace? Je ne le sais pas, je crois qu'essentiellement on l'observe, mais ce qu'on peut dire, c'est que les réseaux de neurones convolutifs, en fait, c'est extrêmement simple. Vous prenez votre grande matrice W, qui est une matrice pleine avec des coefficients partout, et vous considérez uniquement des matrices W qui correspondent à des noyaux de convolution discrets, avec fenêtre glissante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre matrice W, il y a plein de coefficients qui vont être nuls et plein de coefficients qui, par glissement le long de la diagonale, vont être identiques entre eux.
Donc en fait, ça revient juste à introduire un sous-espace des matrices W très générales que j'ai introduites. Et quand vous faites ça, vous pouvez faire plusieurs types de convolutions et vous pouvez les comparer entre elles en prenant le maximum de deux réponses, scalaires A et B. Et ça vous fait simplement en quelque sorte une nouvelle fonction d'activation, qui s'appelle plutôt un pooling, là, bon, passons, et qui peut se reconstruire à partir de la fonction relue. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que j'ai présenté, à condition de mettre de la structuration sur les matrices W, ça rentre dans le cadre général. Alors après, il y avait Mala, Stéphane Mala, qui nous avait parlé de ses travaux sur le groupe invariant scattering. Alors j'ai relu son papier, et en fait, fondamentalement, on se rend compte que ce qu'il fait, c'est qu'il impose à ces matrices W d'être de norme L2 plus petite ou égale à 1. En fait, c'est l'introduction de son papier. Ce qui fait que si vous enchaînez des matrices W de norme plus petite ou égale à 1, et typiquement la fonction relue ou la fonction sigma, je vous rappelle qu'elles ont une dérivée bornée par 1, d'accord, hein. Elles sont lipschitziennes, les relus et sigma, telles que je les ai définies, étaient lipschitziennes de constante égale à 1, ou plus petite ou égale à 1. Et bien du coup, le résultat est nécessairement non expansif. Hein, c'est un calcul itératif standard. Et l'idée de Stéphane Mala, si j'ai bien compris, c'est de prendre lui en fait un n beaucoup plus grand que m, pas vraiment s'intéresser à la fonction coût, et de faire de l'isométrique embedding, c'est-à-dire de faire du plongement isométrique. Alors simplement, il faut qu'après qu'il se débrouille pour que toutes ces inégalités, ça devienne quasiment des égalités. Je ne veux pas en dire plus, mais essentiellement, ça rentre dans le cadre. Et puis une idée d'ingénieur qui est très populaire en ce moment, c'est à chaque étape des itérations des algorithmes qu'on va utiliser, de renormaliser les matrices W, typiquement pour qu'elles ne soient pas de normes plus grandes, trop grandes, alors ce genre de choses. Enfin voilà, tout ça pour dire que le cadre général, si on met des contraintes sur les matrices W, eh bien on peut balayer un certain nombre d'applications importantes. Enfin importantes dans la littérature et dans l'évolution. Alors, donc pour l'instant tout va bien. Donc on a une classe générale de fonctions, mais maintenant il faut les calculer, ces poids W. Donc j'avais dit que les poids W, c'était les matrices W, c'était les weights, et que les B ça s'appelait des bias. Mais bon, c'est donc W0 et B0, vous fabriquez juste une fonction linéaire. D'accord? Alors, bon, pour des questions de notation, parce que je n'ai pas envie de m'embêter, tous les paramètres, je vais les réunir dans un seul vecteur W, qui a quelque chose qui appartient à un espace vectoriel de très grande taille, que j'appelle aussi W, mais W cursif, là, vous voyez, hein, donc très bien. Et dont là, vous pouvez calculer la dimension, bon, parfait. Et donc maintenant, pour calculer ces W, il faut minimiser la fonction coût. D'accord. Alors on avait vu que quand il n'y avait pas de couche cachée, au tout début, les fonctions coût étaient convexes. C'était évident. Dans le cas des moindres carrés, c'est vérifiable à moindre coût, à moindre frais, dans le cas de la cross-entropie. Mais maintenant, si vous mettez plein de couches comme ça, il n'y a aucune raison que la fonction résultante soit convexe. Et donc ça, c'est un gros problème, hein, évidemment. Donc il y a deux problèmes principaux que je veux discuter dans les deux slides qui viennent. C'est, bon, premièrement, elle est non convexe. Donc évidemment, minimiser des fonctions non convexes, bah, tout le monde sait très bien que ce n'est pas très drôle. Il peut y avoir plein de catastrophes, en gros plein de minima locaux où vous aimeriez bien arriver là, mais pourquoi vous n'allez pas arriver là, on ne sait pas très bien. Et aussi, cette fonctionnelle qu'on minimise, on somme ces fonctions, ces types de fonctions de moindre carré, pour faire simple, hein, ou de cross-entropie, où les fonctions reconstruites dépendent des paramètres de contrôle, mais on somme sur tous les éléments qui sont dans le dataset. Hein. Je vous rappelle, on avait introduit le dataset au tout début. Hein, le dataset, c'est un ensemble, xi, yi, mais il y en a beaucoup, a priori, parce qu'évidemment, le succès de cette méthode, c'est quand on prend des très grands datasets. Donc il y a deux difficultés. A, D plus grand que 1, c'est plutôt le cardinal de D est plus grand que 1, je voudrais dire, hein, bien sûr, le cardinal de D est plus grand que 1, et J est non convexe. Et je veux commenter ces deux points-là pour terminer ma première partie. Alors, bon, là, il y a tout un jargon étonnant, mais bon, c'est comme ça. Donc, dans cette littérature, on parle beaucoup de méthodes de gradient stochastique pour minimiser les fonctionnels. Et on parle d'époque et on parle de batch. Alors ça, bon, bon, ok. Alors, une façon simple, que j'aime bien, de comprendre les choses est la suivante. En fait, enfin, j'aime bien, enfin, qui correspond d'ailleurs à ce qu'ils font. Hein. Supposons que vous avez un dataset très grand, je ne sais pas moi, par exemple 10 millions de paires xi, yi. Bah, c'est bien gentil, mais faire des méthodes de gradient et assembler J de W, le gradient de J de W, en faisant des sommes sur 10 millions
10 millions d'éléments dans D, ça va être très très coûteux. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait une décomposition en batch, qui sont des sous-parties de D. On décide du nombre de batchs au début. Mais le truc qui est marrant, c'est que généralement, cette décomposition se fait au hasard. Ce n'est pas vous qui décidez, elle se fait au hasard. Et toujours est-il que maintenant, au début de chaque itération globale, qui vont s'appeler des époques, J, vous allez en faire en gros une décomposition en somme des JRW, et chacun des JR va être assemblé à partir des données qui sont dans BR. Vous voyez? Très bien. Et à partir de là, une méthode de gradient stochastique tout à fait élémentaire, eh bien, c'est juste, vous voyez, donc là j'ai recopié, j'ai pas recopié, j'ai précisé une méthode de gradient simple, hein. Donc W, le nouveau W, c'est l'ancien W moins sigma qui a un pas de descente fois gradient de J de W. Mais pour passer de l'itéré K global à l'itéré K plus 1, il y a tout un tas de pas intermédiaires. Autant que vous avez deux batchs, quoi, simplement. Ben voilà. Alors, si vous voulez faire plus rusé, vous pouvez faire plusieurs itérations avec le même batch. Vous voyez? Mais en gros, c'est ça l'idée. On fait une décomposition random du dataset et on met ça dans une technique de splitting, en fait, tout simplement. C'est une technique de splitting dans votre algorithme de gradient. Donc ça, c'est la méthode qui permet de traiter des grands D, en fait. Alors, bon, je l'ai mis sous la forme de lemme, mais bon, écoutez, c'est pas très précis, mais enfin voilà. Faites l'hypothèse qu'en gros, vous linéarisez, qu'est-ce qu'on peut démontrer? Vous linéarisez, excusez-moi. Donc la question qui se pose, c'est bien gentil, mais quand on fait ça, est-ce que le minimum, à supposer que l'algorithme converge vers quelque chose, est-ce que ce quelque chose, c'est un minimum de J de la fonctionnelle globale, ou c'est un minimum bizarroïde des fonctionnelles locales assemblées de manière bizarre? Bon, alors en fait, on peut démontrer, c'est pas très dur, que si les fonctionnelles sont localement quadratiques convexes, vous faites éventuellement d'autres simplifications que je ne décris pas, de telle sorte qu'elle a un unique minimum local, W star, et, qu'elle a un minimum local W star, enfin mettons-le unique bien sûr, oui. Et supposons que maintenant tous les batchs sont aussi quadratiques convexes, mais avec des minima différents, eh bien si les pas tendent vers 0 et que leur somme tend vers plus l'infini, alors le WK tend vers W star. Bon, écrit comme ça a l'air savant, mais ce n'est pas très compliqué, hein. S'ils sont quadratiques convexes, on peut tout représenter avec des exponentielles de matrices, et les matrices étant symétriques positives, il suffit de comparer avec des techniques d'exponentielles de matrices, et fait tout simplement de comparer la solution de ce système discret avec la solution de l'EDO avec technique de splitting qui code la même chose. Et donc, en fait, c'est facile à démontrer. Je ne fais pas la preuve, hein, ok? Enfin, voilà, on peut le faire. Donc, en fait, à retenir, dans cette lecture, les algorithmes de gradient stochastique sont que des algorithmes de splitting. Avec un choix quand même au hasard des batchs, hein, ça c'est intéressant. Et après, l'autre chose qu'il faut que je commente, c'est que, bien sûr, quand on fait de la minimisation de fonctionnels non convexes, il faut tout de suite expliquer quelque chose sur comment on fait pour échapper aux minima locaux, triviaux, idiots. Ah, vous voyez, si vous résolvez ici W' de t égale moins gradient de J de W de t, la méthode de gradient, je l'écris sous une forme DO maintenant, équation différentielle ordinaire. Bah, si vous partez de là, vous allez stationner là immédiatement, au premier minima local. Donc ce qui est évidemment idiot, sachant que les minima qui vous intéressent, ils seraient plutôt par là. Donc, dans cette littérature, comment ils s'en sortent? Eh bien, ils utilisent beaucoup ce qui s'appelle des méthodes de moment. Donc, ok, donc je l'écris sous forme DO, vous voyez. Donc, vous faites W' égale, vous partez W' égale moins grade J de W, et en fait, non. Vous dites W' égale Z de T, et Z' de T égale moins gradient de J évalué en W de T plus nu Z. Et nu, c'est un paramètre positif qui s'appelle le paramètre de Nesterov. C'est la technique d'accélération de Nesterov. Alors, en fait, tout ça, si nu égale à 0, c'est jamais que le mouvement d'un point dans un champ de force, où la force c'est moins grade J. Et évidemment, vous savez bien que si nu égale à 0, qu'est-ce qui va se passer? Un point dans un champ de force, il va descendre et puis il va continuer, parce qu'évidemment, son énergie cinétique va augmenter, donc il va transférer énergie potentielle en énergie cinétique, il va remonter, puis il va se balader, puis il va osciller indéfiniment. Très bien. Mais si vous mettez de la friction, qui s'appelle de l'accélération, pardon, dans la littérature, ça s'appelle de l'accélération. Pourquoi? Parce que vous voyez, W de t plus nu z, c'est en quelque sorte W autant t plus nu.
Mais en fait, si vous faites ce petit calcul, vous reprenez ce qui est la définition en fait, de l'énergie cinétique d'un point plus de l'énergie potentielle, mais vous l'évaluez au bon endroit, vous faites D sur dt et vous vérifiez que en fait, ça diminue. Ça diminue si nu est positif, parce que ça vaut ça, c'est un calcul immédiat. Hein. Donc moi, je le verrais plutôt comme de la friction. Enfin bon, toujours est-il que, quelle est la philosophie de ces méthodes? Si vous partez d'un nu assez petit, eh bien, vous n'allez pas stationner dans un minimum local trivial, et vous allez commencer à visiter le dataset. Vous allez commencer à visiter toutes les possibilités offertes en termes de minima, enfin, c'est ce que vous espérez. Alors, en dimension 1, comme je l'ai tracé, c'est à peu près clair, l'idée. En dimension supérieure, c'est beaucoup moins clair que ça marche, mais bon, enfin voilà. Je pense que les idées de recuit simulé avec des idées probabilistes derrière sont un petit peu équivalentes, finalement. Voilà. Et alors, une variante populaire qui est dans les logiciels, hein, et que moi j'utilise, hein, c'est la variante Adam, qui est la méthode d'optimisation stochastique à peu près standard que plein de gens utilisent. Donc voilà, donc c'est basé là-dessus. Donc vous voyez, ce sont des idées extrêmement simples. Ok, donc là j'ai terminé ma première partie, qui était la présentation du langage et des outils de base, et je démarre la deuxième partie, qui est de faire une revue de ce qu'on peut dire en termes de résultats d'approximation numérique. Alors, il y a un théorème, disons, très connu de Seebenko 89, qui avait été marquant et qui avait énoncé la chose suivante. Vous prenez toutes les fonctions G que vous pouvez encoder sous la forme avec un réseau de neurones à une couche cachée, et avec autant de neurones que vous voulez, hein, n c'est le nombre de neurones ici, là vous avez une couche cachée parce que vous avez une fonction sigmoïde, eh bien, toutes ces sommes finies sont en fait denses dans C0 de 0,1 fermées à la puissance m, équipées avec la norme du maximum. Donc en fait là, c'est un résultat qui dit, bah voilà, a priori, en théorie, on peut tout approcher avec une couche de neurones cassés. Un réseau de neurones a une couche cachée. Alors, donc ça correspond à ce graphique-là. Alors la théorie moderne se déplace plus, et ce que je vais faire à partir de maintenant, je ne parlerai plus de sigmoïdes, mais uniquement de fonctions relues, vers les fonctions relues. Donc la première chose que je vais faire, je vais vous donner une démonstration du théorème de Seebenko qui est adapté à la prise en compte des fonctions relues. Donc c'est à peu de choses près la contribution théorique principale de ce que je vous présente aujourd'hui, enfin personnelle. Donc vous allez voir, c'est vraiment minimal, mais bon, c'est ça qui marche. Enfin, en tout cas, ça marche à moindre frais. Imaginez que vous avez une fonction objectif qui est en dimension, qui est de R dans R, mais qui est C2 et qui est à support compact. Pour faire simple, c'est 2, 0. D'accord? Eh bien, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de dire que le théorème de Seebenko, c'est un théorème qui est non constructif, si vous pouvez aller voir. Hein. Ça coûte de théorème de Hahn-Banach, des choses comme ça. Ok. Bon, alors maintenant, démontrons-le de manière constructive. Vous prenez votre fonction objectif en x, c'est l'intégrale de sa dérivée, de moins l'infini à x, c'est correct parce que la fonction est à support compact. Cette intégrale, je la réécris comme une intégrale sur tout R en insérant la fonction de Heaviside, évaluée en x moins y, de sorte que ça vaut soit 0, soit 1, suivant que x moins y est positif ou négatif. Et maintenant, j'intègre par partie, donc vous voyez, c'est technologiquement pas très compliqué, la fonction de Heaviside et j'obtiens la fonction relue, parce que oui, la dérivée de la fonction R, c'est la fonction de Heaviside. Et ben voilà, donc vous avez ça. Et maintenant, il suffit d'approcher cette intégrale par n'importe quelle technique de somme de Riemann, avec un paramètre delta Y, discrétisation, et vous avez simplement une fonction f qui approche bien évidemment f objectif aussi précisément que vous le désirez. Alors voilà, bon, donc vous voyez, donc en fait, derrière le théorème de Seebenko, il n'y a pas grand-chose, enfin, de ce point de vue-là, pardon. Et puis, mais ça marche aussi si vous allez de fonctions qui vont de Rm dans R. Alors là, je note comment on peut le démontrer, mais je ne préfère pas le commenter. Il faut avoir des représentations de fonctions un peu identiques. Bon, écoutez, je préfère avancer. Alors, pour aller plus avant dans la comparaison avec les méthodes d'éléments finis adaptatifs, on va redémontrer le théorème de Seebenko pour avec les fonctions R, mais en 1D, parce que c'est plus simple. Hein. Vous prenez un maillage quelconque, enfin avec des poids, et dessus ce maillage, vous mettez des points de contrôle, toutes mes excuses, et vous dessinez les fonctions chapeau phi j de x, qui sont les fonctions éléments finis P1 bien connues. Et vous faites la remarque que phi j de x se calcule exactement
à l'aide de deux couches de fonctions R grâce à cette décomposition. Vous voyez, alors vous êtes obligé de mettre une fonction R ici parce que vous avez un moins là. Donc c'est R en x moins xj moins 1 divisé par hj moins 1,5 moins un certain poids qui est calculé explicitement. Les hj moins 1,5, c'est les écarts entre les points R, xj moins x moins xj. Donc voilà. Et puis vous en avez une troisième. Ah oui, j'ai oublié de dire peut-être tout à l'heure. Le RA, c'est la fonction de relu où en même temps je mets un maximum à la valeur A. Donc RA, c'est la fonction qui fait ça. OK? Et donc, vous avez une troisième représentation. Personnellement, je préfère celle-là parce que c'est plus stable numériquement. Bon. OK? Et puis, si maintenant, votre fonction f, vous la construisez comme ça, vous écrivez la formule de représentation élément fini bien connue. Il s'agit juste que d'exploiter les théorèmes bien connus pour expliquer que vous pouvez approcher f objectif aussi précisément que vous le désirez. Alors, une des choses vraiment, vraiment étonnantes, c'est tout ce qui a trait à cette fonction de Tagaki, là, et qui est en fait aussi la réponse à la question qu'est-ce qui se passe quand on met plein de couches? Parce que la chose vraiment intéressante, qui est vraiment intrigante, c'est que ces méthodes de machine learning marchent avec efficacité dans le cadre du deep learning, bien qu'on a du mal à le quantifier, mais bon, à le quantifier théoriquement. Alors, avec la fonction de Tagaki, au début, tout est merveilleux, donc vous allez voir. Donc vous reprenez votre fonction Fiji, là, P1, votre fonction P1, sur le segment 0,1, et là vous normalisez tout. Donc le segment c'est 0,1 en X, et c'est 0,1, l'intervalle sur lequel on va travailler, c'est 0,1 en Y. Vous prenez la fonction G, qui est la fonction chapeau en fait. Vous prenez sa représentation. Et puis, vous itérez cette fonction G par elle-même. Donc, vous avez G1 égale G, puis après G2 égale G rond G, G3 égale G rond G rond G, patati et patata. Et les premiers, ils sont représentés là. Vous voyez, donc en rouge, c'est G1, en bleu, c'est G2, et en vert, c'est G3, et ça continue. Donc, vous voyez, ça fait des fonctions de plus en plus oscillantes. Ça ressemble beaucoup en fait, les G sont des primitives de certaines fonctions qui sont dans les bases de R. Alors, vous pouvez les normaliser, vous pouvez les orthogonaliser dans L2, si vous voulez. Et vous pouvez orthogonaliser leurs dérivés, et leurs dérivés sont naturellement orthogonales dans L2, vous pouvez vérifier. Donc HR', HS' égale soit un certain nombre, soit 0. Et HR, c'est juste un rescaling de G, quoi. D'accord? Bon, très bien. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça? Alors voilà, donc en 1901, Tagaki, ça c'est étonnant de voir que ces travaux reviennent à la surface, mais c'est comme ça. C'était une élaboration sur des théorèmes de Weierstrass pour comprendre ce qui se passait avec les fonctions continues sans dérivées, choses comme ça. Avait remarqué que si vous assemblez, si vous faites une série à partir des GR, de cette manière-là, vous obtenez des fonctions intéressantes. Alors la fonction de Tagaki, elle est dérivable nulle part. D'ailleurs, évidemment, elle n'est pas dérivable dans H1, ce qui est évident, parce que les GR ont une dérivée de l'ordre de 2 puissance R et elles sont orthogonales entre elles. Bon, très bien. Mais la version moderne, mais ce n'est pas ça qui est vraiment utile dans les réseaux de neurones. Ce qui est vraiment utile, c'est ça. C'est que si vous changez les poids, vous mettez 1 sur 4R, 1 sur 4 à la puissance R, vous assemblez cette série, vous faites X moins ce truc-là, vous obtenez X carré. Et le point essentiel, c'est que c'est une série à convergence rapide. Très rapide même. Voyons-le. Vous évaluez la différence entre X2 et X moins ce truc-là, et là vous mettez que P terme dans la somme, et ce P, cet indice P, c'est exactement le même indice que celui que j'ai utilisé au début pour décrire le nombre de couches, pour décrire la profondeur. Ok, c'est exprès. D'accord? Et vous obtenez, juste en majorant le reste, alors ça je ne le démontre pas, hein. Bon, c'est un exercice, c'est un bon exercice, mais très bien. Admettons cette formule en tout cas. Bon, numériquement, ça va être évident juste après, bon, très bien. Et vous obtenez que le reste est plus petit que ça, donc c'est 1 sur 4P. D'accord? Alors, quelle est l'interprétation? Il se trouve que les fonctions G la fonction G1 est assemblée à partir de deux fonctions R. Et du coup, la fonction G2 est assemblée à partir de la composée de G avec elle-même. Donc, elle est calculable dans un réseau de neurones. Et G3 et G4, et toutes les unes après les autres. Et pour calculer la somme, il suffit juste, pardon, excusez-moi, et donc si vous prenez des couches des couches de neurones à deux neurones, vous pouvez calculer de manière récursive les G. Et si vous rajoutez une couche, vous pouvez assembler cette somme. Parce qu'évidemment, par transformation linéaire, c'est assez facile de faire ça. Conclusion,
avec un réseau de profondeur P et de width 3, vous avez une précision qui est 1 sur 4P, ce qui veut dire que le coût, qui est évidemment la width par la profondeur, qui est 1 sur 3P, est en log de epsilon. Alors ça, c'est extrêmement séduisant. D'autant plus que Jarodsky a remarqué que eh bien, si vous avez quelque chose qui vous calcule x2 très rapide, de manière très efficace, c'est la même chose pour x3, à partir de genre de formules bien connues, et pour x4, et pour x15, 5, et puis pareil, vous pouvez multiplier x par y, et donc vous êtes en train de passer aux fonctions à plusieurs variables. Donc c'est magnifique, tout simplement. Et alors, le théorème de Jarodsky de 2017 est le suivant. Vous prenez la boule unité dans Wn infini, eh bien, il existe un réseau de neurones, une architecture. Son papier est constructif, hein, c'est un papier très court et très constructif, qui est capable d'exprimer, d'approcher toute fonction dans la boule unité de Wn infini, avec, en partant d'un espace 0D, là, x est dans 0,1 à la puissance d, avec une erreur epsilon, et avec une profondeur, en log de epsilon, en valeur absolue de log de epsilon, et avec au plus un certain nombre de coefficients à manager dans vos couches. Donc en fait, ça vous donne une estimation de la width, de la largeur. Et d'ailleurs, on retrouve le fait que si jamais la fonction était C infini, donc n égale infini, a priori, ça fait 1. Voilà, avec une certaine constante. Donc ça, c'est merveilleux. Et quand on voit ce théorème, on se dit, donc, tout est terminé, il n'y a plus qu'à appliquer. Et donc ça donne les bases scientifiques, théoriques, des méthodes de machine learning, et il n'y a plus qu'à passer à la pratique. Alors malheureusement, c'est là que les ennuis commencent. Parce que je vous ai expliqué au début qu'il faut les calculer maintenant, ces fameux poids W. Donc en fait, le théorème de Jarodsky, c'est en quelque sorte, comment on appelle ça? C'est l'erreur de meilleure approximation. C'est-à-dire c'est une erreur qui est obtenue par des moyens théoriques, mais qui n'est pas, malheureusement, pas associée à un algorithme constructif qui est évaluable à l'intérieur de ces algorithmes de TensorFlow et ainsi de suite. Alors, regardons. Donc, un premier test qui ne marche pas. Donc, à partir de là, il n'y aura plus que des mauvaises nouvelles. Je vous préviens tout de suite, pendant 3 transparents. Vous prenez ce réseau de neurones qui a une profondeur de 4 couches cachées, qui a 3 neurones par couche et qui permet de calculer la fonction de x2, normalement. Là, en orange, j'ai mis la fonction objectif, et en bleu, c'est la fonction reconstruite à l'itéré initial de mon algorithme de descente, parce que, attention, maintenant, comme c'est un algorithme de descente, je suis obligé d'initialiser les poids W et les bias B. Et le premier, évidemment, comment les initialiser? Alors ça, personne ne vous le raconte. Donc moi, j'ai tout initialisé par 0. Un peu comme quand dans une méthode de gradient conjugué, quand on ne sait pas comment initialiser des coefficients, on les initialise par 0. Donc ça donne la courbe bleue. Donc c'est au premier itéré, c'est normal, hein, d'accord? Et puis maintenant, on laisse le logiciel, je vous ferai une démo, adapter les coefficients. Et on se rend compte que ça ne marche pas du tout, et qu'au bout d'un certain nombre d'itérés, puis au bout d'un moment, ça n'avance plus du tout, la fonction bleue se déplace, reste constante, et n'est absolument pas capable de reconstruire, d'approcher correctement la fonction x2. Et en fait, je me suis rendu compte de ça, c'était expliqué nulle part, mais en fait, la preuve est tout simplement évidente, c'était juste normal que ça ne marche pas. Et la raison, c'est qu'en fait, toutes les dérivées partielles des poids et des bias à l'itéré initial que j'ai choisi à 0 sont tous nuls, sauf pour la constante extérieure. Alors attendez, regardez, prenez juste cet exemple. Je prends cette fonction-là, je prends donc en gros juste une couche cachée, hein. Donc j'ai B0, W0, W1, B1 à optimiser, et je calcule les dérivées partielles de f par rapport aux paramètres de contrôle. Alors, la dérivée partielle de f par rapport à B1, vous allez trouver 1 ou l'identité, là il n'y a pas de problème. Mais la dérivée partielle de W0, les autres paramètres étant fixés, eh bien évidemment, vous allez trouver quelque chose proportionnel à W1, mais qui est initialement nul. Et de même pour tous les autres. Et donc c'est pour ça. Donc en fait, il arrive à optimiser que B1, que le coefficient extérieur. Catastrophe. Donc voilà, ça c'est le début des ennuis, c'est exactement ça. Et alors effectivement, dans la pratique, dans cette communauté, les gens initialisent les poids, enfin tous les paramètres de contrôle au hasard. Et ça permet évidemment d'échapper a priori à ce désastre. C'est aussi probablement très favorable pour essayer de retrouver des minima locaux. Enfin, bon, voilà.
Donc en résumé, le théorème de Jaroutsky est très bien, mais comme il n'est pas assorti d'une procédure de calcul de ces poids, conforme à ce qu'il y a dans les logiciels, ça ne marche pas. Alors j'ai voulu aussi tester une idée qui avait été suggérée par Ron DeVore l'année dernière, hein, quand il a été invité à Sorbonne, qui était de dire que les solutions qui correspondaient à ces formules de Tagaki, codées comme des réseaux de neurones, c'était des minima instables. C'était une possibilité. Il y a un problème de stabilité, ça c'est clair, il y a un problème général de stabilité, mais est-ce que les minima sont instables? Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris ma fonction objectif x2, j'ai initialisé exactement un réseau de neurones à p couches avec les poids de la formule de Tagaki, et donc vous ne pouvez pas distinguer la fonction et la fonction reconstruite, ce qui est normal, et là c'est la différence qui est en dessous. Hein, vous voyez, donc là c'est la différence entre une fonction, en dessous c'est la différence entre une fonction quadratique x2 et une fonction linéaire qui fait de l'interpolation, quoi. Donc vous avez quelque chose comme ça. Et quand on demande à ces logiciels de minimiser, de faire du gradient stochastique, le calcul montre que ceci n'est pas un minimum exact, mais il capture un minimum local, très, très bon également, qui est très proche, de structures très proches. Donc moi, je serais tenté de dire qu'il y a une stabilité en pratique de ces solutions exactes basées sur la formule Tagaki, mais bon, c'est difficile. Donc, voilà, très bien. Et alors, comment faire quand même quelque chose de marrant et de pas complètement inintéressant? Je reprends la fonction x2, ou plutôt x moins x2, et je la perturbe. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai pris un réseau de neurones, qui est là, okay, à 3 couches cachées. Hein. J'ai initialisé les poids, donc en fait les poids c'est chacun des fils, hein, donc c'est à chaque fois les matrices, et donc très bien, les coefficients dans les matrices, avec la formule de Tagaki. Donc ça veut dire que de là à là, je retrouve a priori à une certaine erreur près x moins x2. Pour faire des variations non triviales, au lieu de faire des erreurs en norme moyenne de type moindre carré de type L2, je vous explique là qu'on peut faire des erreurs en norme machin. En gros, par quotient différentiel. Vous mettez devant deux couches qui vous permettent, à partir d'un x donné, de calculer x plus epsilon, x et x moins epsilon. Vous les faites non trainable, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas être optimisées dans le processus d'optimisation. Et là, ça va vous calculer donc f de x plus epsilon, f de x et f de x moins epsilon. À partir de quoi, ce n'est pas difficile de fabriquer f de x ici et une approximation de la dérivée f' de x. Enfin voilà, donc vous faites ça, et j'ai fait des tests très poussés, et j'ai regardé l'erreur en fonction du nombre de couches, en augmentant le nombre de couches, hein, que j'avais à la fin d'une procédure très longue d'optimisation pour retrouver cette fonction objectif-là, okay, qui n'est pas la fonction de Tagaki, qui n'est pas la fonction x2. Et alors j'étais très surpris, à un moment presque par erreur, je n'ai pas fait attention. Donc là, en abscisse, c'est le nombre de couches, et en ordonnée, c'est l'erreur L2 en échelle log. Et presque par erreur, donc en violet, c'est les erreurs que j'obtiens d'approximation. Et presque par erreur, je me souviens, à un moment, j'ai comparé avec une courbe en vert qui est 1 sur x2. Et 1 sur x2, c'est ça, donc 1 sur le nombre de degrés de liberté au carré. Et en fait, qu'est-ce que ça montre? Ça montre que, d'un point de vue numérique, ce qu'on retrouve, c'est la meilleure approximation numérique donnée par une formule d'éléments finis adaptatifs. C'est les fameux théorèmes où l'erreur approchée par une fonction, quand vous approchez une fonction par une fonction de type P1 en élément fini, ben vous avez une erreur L2 en H carré. Ben voilà, c'est exactement celui-là. Le carré, c'est le même 2 que là. Voilà, donc vous voyez à la fin de cette histoire, eh bien, voilà ce que j'ai compris, moi, en ce moment, de la précision proposée par ces méthodes de réseau de neurones, en tout cas quand on utilise ces formules de type Tagaki pour comprendre l'influence de la précision. Il y a une précision spectrale, en fait, tout simplement, par rapport au nombre de couches, en théorie, mais en fait, en pratique, on ne la retrouve pas. Et personne ne sait pourquoi, d'ailleurs, actuellement. Alors, la dernière partie de mon exposé a consisté, je vais résumer les travaux qu'on a menés avec Hervé Jourdraine et d'autres personnes au CEA, enfin, j'ai beaucoup discuté avec plein de personnes, et disons que c'est applicatif, donc ça concernait quelque chose qui était applicatif donc sur l'interaction fluide-structure, les bubble flows, les multiphase flows, mais plus généralement, ça concerne en quelque sorte
l'apport ou l'intérêt, une évaluation de l'apport ou de l'intérêt des méthodes de réseau de neurones pour l'approximation des EDP, ou plutôt, et leur lien avec les équations aux dérivées partielles. D'accord? Donc, il y a eu plusieurs exposés de collègues sur ce sujet. Nous, on a fait quelque chose de, disons, de beaucoup plus modeste, où on cherche en fait à discrétiser, à fabriquer de nouveaux schémas numériques pour des équations bien ciblées. Alors ici, c'est une équation de transport, ou d'advection, comme j'ai dit, hein, que vous pouvez écrire comme ça ou comme ça, parce que c'est un vecteur constant. Mais la difficulté, il y a une vraie difficulté hein, pour les méthodes de volume of fluid, que je vais essayer de résumer là. La vraie difficulté, c'est que vous voulez une méthode avec trois propriétés qui sont le principe du maximum, parce que ça vient d'une équation d'advection, qu'elle soit conservative, c'est-à-dire l'intégrale de alpha est préservée, et aussi qu'elle soit efficace, voire très efficace, pour des fonctions indicatrices, qui sont des fonctions dans BV. Pourquoi? Parce que vous voulez faire du suivi d'interface. Alors ça, par exemple, c'est une donnée initiale qui a un carré, c'est pas tout à fait une bulle, hein, c'est une bulle avec des coins arrondis, on va dire. Et on fait de l'advection sur le carré 0,1, xy 0,1, avec des conditions au bord périodique. Donc au bout d'un temps de 1, c'est aussi la solution exacte. Parce que le carré jaune se déplace, sort par le coin en haut à droite et revient par le coin en bas à gauche. Ça, c'est ce que vous obtenez si vous utilisez un schéma linéaire twin pour lequel vous pouvez démontrer la convergence numérique. Ben, vous voyez, c'est nul. Un schéma plus ou moins d'ordre 2, de type non linéaire, bon, passons, c'est pas génial non plus. Alors là, il y avait le schéma de la thèse de Frédéric Lagoutière, qui était juste magiquement exact pour ces choses-là, ce qui était spectaculaire, mais malheureusement, il n'est pas parfait pour plein d'autres choses. Ça, c'est un schéma technologique dit de Young, qui est très utilisé dans les codes de CFD, que je ne décris pas. Et ça, regardez, ça, c'est les résultats qu'on est en train d'obtenir depuis un an avec nos nouveaux schémas VOF construits par machine learning. Alors, vous voyez, c'est assez séduisant parce qu'on a l'impression qu'on a un schéma peut-être technologique dans lequel on va pouvoir incorporer des éléments et puis en tout cas, on fait du bon ouvrage et c'est ça qu'on est en train d'essayer de comprendre. Donc, je vais essayer de vous expliquer maintenant comment utiliser la structure machine learning en quelques transparents hein, pour incorporer, pour obtenir ce genre de résultats. Voilà. Pof, donc j'avance d'un cran encore. Bon, bah écoutez, hein, c'est pas. Bah, en gros, l'idée est simple. Hein. La reconstruction d'interface, bon, il y a une interface. Donc, s'il y a une interface, c'est qu'il y a une image. Les méthodes de machine learning sont très efficaces pour la reconstruction et la classification d'images. Donc, normalement, si on les manipule bien, elles peuvent être très efficaces pour nos problématiques VOF. Voilà. Donc, ça, c'est l'argument philosophique au début qui nous a donné de l'énergie pour nous lancer là-dedans. Alors, comment vous faites? Vous avez un maillage, par exemple 100 par 100, vous isolez un bloc 5 par 5 et puis vous allez essayer de prédire le flux qui va sortir à droite de cette maille. Ah oui, le flux, parce que des méthodes de volume fini, hein, je ne rentre pas dans le détail, mais dans le volume fini, on échange des quantités par les bords. Et puis, vous avez une interface qui est là. Alors, les fractions de présence, en gros, ce n'est pas compliqué, c'est 1 quand vous êtes à l'intérieur du domaine de la fonction indicatrice, ou c'est 0 avec l'extérieur, et puis, par intégration numérique, ce sont des valeurs intermédiaires, je ne sais pas, par exemple, 0,834 pour cette maille, vous voyez. Et en fait, tout le problème pratique, c'est d'essayer des méthodes VOF en pratique, hein, c'est d'essayer de prédire au mieux la fraction de présence de la partie bleue dans la section, enfin dans le petit rectangle rouge qui va être échangé avec la maille voisine. Ce petit rectangle rouge a une largeur qui est pilotée par le delta t, hein, pour ceux que ça intéresse. C'est le paramètre bêta qui est clairement une CFL, bon, très bien. Mais vous voyez, donc si j'avais une fonction objective qui, à partir de mes 25 fractions de présence, plus de la largeur normalisée du petit rectangle rouge, me donnait alpha étoile, le alpha étoile le plus précis, ça serait bon. Et donc ça, clairement, ça c'est la définition de la fonction objective en quelque sorte. Voilà. Donc c'est ça l'idée, c'est pour ça qu'en fait, c'est exactement le même langage, et donc tout marche bien. Alors comment vous mettez ça en pratique? Vos interfaces, vous les paramétrez par des coefficients. Bon, là j'ai changé, c'est une interface circulaire, hein. C'est le même graphique. Et ces coefficients vous permettent de construire deux petites fonctions que vous intégrez par quadrature numérique, qui en fonction des paramètres de l'interface et de bêta vous permettent de calculer numériquement les fractions de présence, alpha et bêta. Alpha c'est alpha 1 jusqu'à alpha 25. Et une autre fonction numérique
qui, en fonction de ces mêmes paramètres, vous donne la valeur de la réponse du alpha étoile optimale qui vous intéresse. Et vous voyez bien que maintenant la définition mathématique correcte de la fonction objectif, c'est tout simplement, elle est là, c'est E rond D moins 1. C'est-à-dire vous êtes là, vous repartez en arrière, et là. Donc en fait c'est du problème inverse. Ok, c'est du problème inverse. Mais maintenant c'est gagné parce que vous assemblez vos datasets par problème direct. Tout a été calculé dans mon ordinateur, hein. Et puis vous avez un magnifique dataset, vous êtes content. Donc voilà, pof. Et puis, est-ce que ça marche? Pour les arcs de cercle, vous prenez un dataset qui est ici très grand, 1 400 000 vecteurs de taille 26, là. Ah non, de taille 26 ici, ou de taille 10 là. Ça dépend si on fait des blocs 3-3 ou des blocs 5-5. Bon, on peut faire des variations, il y a des batchs. Et puis on se lance dans des séquences dites de training. Donc le training, c'est le offline, hein, c'est le offline dans un autre langage, c'est l'optimisation des paramètres. Et vous voyez qu'ici que l'erreur moyenne en normal 2 est de 6,10-3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il devait calculer un alpha étoile, par exemple, de 0,5, qui était le flux moyen qu'il fallait transporter, disons échanger, il vous calcule 0,5 plus ou moins 6,10-3. Ce qui est en fait excellent, en fait, si on y réfléchit bien. Ça, c'est la structure des réseaux de neurones que j'ai utilisés, d'accord, en suivant des idées communes qui viennent des sciences cognitives, très bien. Et ça, c'est l'historique de la fonction coût, de la décroissance en fonction du nombre des itérations en abscisse. Et en fonction, le code couleur, c'est quand j'ai une couche cachée, 2 couches cachées, 3 couches cachées, 4 couches cachées. Et clairement, on voit que si on met suffisamment de couches cachées, eh bien, on obtient très vite des précisions très bonnes. 10-3, ici, c'est d'un point de vue ingénieur, d'un point de vue application, c'est très bon. Mais il y a un peu de convergence, vous voyez, stochastique à la fin, hein, c'est pas génial, ce point de vue-là, bon, très bien. Enfin voilà, donc clairement, c'est efficace. Avançons. Donc ça, c'est un problème, c'est un cathèse de base, vous avancez, pareil, donc ça c'est la donnée initiale, ça s'appelle le cathèse de Zalesak. Donc c'est une bulle que vous coupez. Une encoche voilà, très bien. Et donc, c'est composé d'une partie circulaire, de coins droits, de coins biseautés. Ça, c'est ce que donne l'algorithme de Frédéric Lagoutière au bout d'un tour, hein, quand vous faites tourner ce truc-là un tour. Donc, c'est pas mal du tout, parce que ça préserve la notion d'interface, mais ce n'est pas la bonne fonction. Je crois que Frédéric est en train d'écouter, peut-être, je ne sais plus quoi. Ça, c'est des résultats obtenus assez facilement avec des réseaux de neurones dans lesquels, dans le dataset, j'avais mis des arcs de cercle et des coins droits. Et j'obtenais quelque chose de pas mal du tout, vraiment j'étais très content, mais sauf que ça bavait ici, vous voyez bien, là tout le monde voit bien que c'est pas ça. Et alors tout d'un coup je me suis rendu compte que dans le dataset j'avais oublié de mettre, j'avais rien mis qui permettait de représenter correctement des coins biseautés comme ça, avec des angles plus petits qu'un coin droit. Eh bien je les ai rajoutés dans le dataset, dans un unique dataset, on relance la phase de training. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de dire que ces résultats sont obtenus en utilisant le flux construit par réseau de neurones à l'intérieur d'un code C, hein, d'accord, hein, d'un code hyperbolique classique. D'accord? Et là, pof, le résultat est très bon. Alors ça bat à plat de couture à peu près tout et n'importe quoi. Deux transparents pour terminer. Alors avec les réseaux de neurones, avec toutes ces techniques, il y a quelque chose qui est vraiment difficile, c'est d'évaluer la précision. Quelle est la précision que vous pouvez obtenir? Alors, avec ce qu'on fait nous, on a de la chance parce qu'on peut faire de la convergence en H. On peut faire des tests de convergence en H classique. Alors, pour des ellipses, là vous avez l'erreur en norme L1 entre la solution numérique et la solution exacte. Pour des maillages 30-30, 60-60, 120-120, et ainsi de suite. Et en utilisant le nouveau, et voilà, donc on obtient une certaine précision, et on obtient, ça converge plus ou moins à l'ordre racine de delta x à la puissance 1,5 encore. Le schéma upwind, ça converge aussi en delta x à la puissance 1,5, d'ailleurs comme le prédit la théorie pour des données BV. Et un schéma technologique qui est essentiellement celui de Frédéric, converge à l'ordre 1. Mais alors voyez, regardez, c'est ça qui est étonnant, c'est que pour le maillage le plus fin, 480 par 480, ce qui représente un coût calcul important pour obtenir ces résultats, eh bien l'erreur en norme L1 est toujours supérieure d'un facteur 2 à la meilleure erreur obtenue par ces schémas Wolf-Hemel. Donc c'est spectaculairement en faveur
de ces nouvelles techniques, c'est clair. Alors, si vous êtes intéressé par ça, les détails sont dans un papier qu'on a écrit avec Hervé Jourdraine, avec qui je collabore depuis des années, qui vient d'être publié, qui sort au mois de mai, je crois, dans JCP, et dans lequel on explique que tout ça est motivé par la résolution de problèmes d'équations de l'air à deux fluides, avec deux lois de pression séparées par des interfaces. Tout ça a été modélisé il y a fort longtemps dans le cadre de la thèse et des travaux de Frédéric Laboutière. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté ce nouveau schéma de transport, d'advection, et vous voyez, avec des bons résultats. Enfin, moi, c'est ce que j'estime être des bons résultats. Donc, au final, j'ai mis quasiment 1 heure. Bon, j'espérais mettre 50 minutes, mais j'y suis presque, c'est bon. Bon, la conclusion. La conclusion, c'est que donc, moi, je me posais au début la question, il y a 2 ans et demi, je m'étais dit, OK, on va aller regarder ce que donnent ces méthodes. Soit elles sont efficaces, soit elles ne sont pas efficaces. Si elles ne sont pas efficaces, à la limite, je serais très content parce que il n'y aura pas besoin de les utiliser, ça va me simplifier la vie. Et au fil du moment où je réfléchissais à tout ça, je me suis rendu compte que premièrement, soit elles étaient efficaces, soit il y avait des problèmes ouverts très intéressants qui méritaient qu'on travaille dessus. Et d'ailleurs, même, on pouvait par moment apprendre des maths, un peu de maths intéressantes, donc c'était pas mal du tout. Donc, parmi les problèmes ouverts, j'en cite plusieurs, clairement, ça c'est le problème ouvert le plus... Enfin, bon, moi, j'aimerais bien retrouver la précision spectrale dans le cadre des fonctions, pour les fonctions de Tagaki. Pour l'instant, c'est complètement ouvert pour les problèmes que j'ai essayé de vous expliquer. Clairement, quand il y a des grands M, les méthodes sont de fait efficaces. Donc en fait, à la limite, cette efficacité pour les larges M, ça correspond à la dernière partie, ce que je vous ai expliqué. Donc cette partie applicative, on observe que c'est aussi bon, voire meilleur que d'autres méthodes technologiques qu'on avait. Moi, j'ai envie de développer des méthodes non probabilistes de convergence parce que je trouve que c'est plus sympa quand il n'y a pas de proba. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. C'est parce que je suis nul en proba. Bon, alors, j'ai complètement arnaqué, je vous ai complètement arnaqué sur le... Et d'ailleurs, la littérature actuellement arnaque complètement sur l'utilisation des fonctions relues. Pourquoi? Parce que les fonctions relues sont continues, mais C1 par morceau. Donc, le gradient de la fonction relue est une fonction continue par morceau, mais en fait, elle est discontinue. Et du coup, fondamentalement, le DO qui est derrière les phases de training avec les fonctions relues, c'est x' égale moins grad j, ou moins grad j, c'est elle est continue par morceau. Bon, ok. Donc ça va pas du tout. Alors, il y a tout ce qui concerne l'accélération, parce qu'il y a un coût calcul comme important de toutes ces méthodes, à la fois offline pour la phase de training, et puis après, quand on les utilise, dans le cas qui nous intéresse, il y a beaucoup de travaux en ce moment chez les computer scientists, donc ils accélèrent beaucoup ces choses-là, et bon, très bien, parfait. Et puis nous, avec Mathieu, qui est en postdoc, là, il a commencé son postdoc il y a quelques mois, on travaille sur l'extension au vrai problème dur, excusez-moi, qui est, dans le cadre des méthodes VOF, un problème qui est vraiment dur, en tout cas, pardon, excusez-moi, qui est qu'est-ce qui se passe quand vous avez 3 phases ou plus, ou quand vous faites les calculs en 3D. Donc là, vous avez un exemple, hein, vous avez la solution exacte, vous avez 3 phases ou 3 matériaux, vous avez un point triple. Voilà, le point essentiel, c'est qu'il y a un point triple. Vous avez le schéma upwind, alors là, c'est ridicule, n'en parlons plus. Là, il y avait eu un papier de Stéphane Jaouen et Frédéric Lagoutière qui avait étendu les propriétés magiques de son schéma au patch de carré dans ce cas-là. Bon, je ne commente pas, mais là, évidemment, c'est très bon, c'est juste exact dans le cas présent, mais avec les mêmes restrictions qu'on a vues pour le cathèse de Zalezak. Et là, ce sont nos premiers résultats avec Mathieu. Et vous voyez que je suis très satisfait de voir que c'est en train de commencer à marcher. Enfin, voilà. Mais écoutez, j'ai terminé. Je pense que j'ai mis à peu près 1 heure. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Bruno, pour ce voilà. très bel exposé. Voilà, donc on va passer à la phase de questions maintenant. Donc, je vous rappelle que pour essayer de coordonner un petit peu tout ça, je vous demanderai d'utiliser la petite main à lever pour que je vous donne la parole les uns après les autres. Et donc, Albert, d'abord, tu as une question à poser? Oui, alors en fait, j'en ai 2. Donc, sur la fonction, enfin, le résultat d'Yarovsky, ouais. Page 19, transparent 19. Donc, en fait, tu expliques que finalement,
Non, pas tout à fait. Tu retrouves en fait la précision. Ah, Non, mais pardon. après 19. Ouais, celui-là, pardon, La excuse-moi. précision des éléments P1. uniformes finalement. Oui, même. Oui, Euh, ok. Mais finalement, en fait, ça ne dit pas tout à fait tout parce que la question, enfin, qui me semble intéressante, c'est combien de données tu as dû utiliser pour obtenir ça. Parce que finalement, si je veux obtenir n puissance moins 2 avec des éléments finis P1, je n'ai besoin que de n données. oui, oui. D'accord? Là, n, c'est le nombre de couches, mais j'imagine, là, par exemple, pour 10 couches, j'imagine que tu n'utilises pas 10 données, tu utilises Ah beaucoup non. plus de Ah non, données. non. J'en utilise 1000 ou 10 000, c'est pas le sujet, là. C'est pas le sujet. Je fais du suréchantillonnage de la fonction objectif. Parce que là, c'est un cas-test purement numérique, Tout à en fait. dimension 1. Donc, il n'y a aucun problème de taille de base de données. Et donc, Ouais. j'ai fait du suréchantillonnage, Oui, je sais. régulier ou non régulier. En fait, ça ne change rien. Oui, J'ai c'est fait ça, varier énormément de paramètres. mais tu comprends qu'avec 1000 ou 10 000 données, si je fais des éléments P1, ce que je Hmm. récupère, c'est 10 000 à la puissance moins 2. Non, 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 mais tu as Tu vois? parfaitement raison, Albert. Donc, Si ça dépend je, comment on compare les choses. Bien sûr, là, je voulais juste mesurer si on retrouvait la précision spectrale simple Ouais, proposée par cette formule d'accord. sans chercher à la comparer à d'autres éléments de coût qu'il faut prendre en compte, bien sûr. Et alors, et Ouais, mon autre question, c'est sur la fin, sur ouais, la reconstruction d'interface. Donc, en ouais. fait, euh, voilà, c'était pour comprendre si on a réellement besoin du machine learning et des réseaux de neurones pour faire ça. Donc, si je prends simplement la question d'une interface franche, Ouais, donc un demi-plan comme ça avec un de l'autre ouais. côté. Et mettons, j'ai un stencil alors donc il y a combien de degrés de liberté dans ce cas-là à retrouver? Il y en a 3 essentiellement. Et j'ai un stencil, par exemple, si j'ai 9 carrés, je suppose que ce sont des équations algébriques qui Albert, sont, oui, c'est connu dans la littérature d'ingénierie, ça s'appelle la méthode Elvira. c'est ça, voilà, oui, donc, voilà. Avec la méthode Elvira, donc Mathieu, en ce moment, fait des comparaisons extensives. Alors, lui, dans son appartement, et enfin, moi, chez moi, hein, bien sûr, évidemment. Mais il est en train de comparer par rapport aux algorithmes de la littérature d'ingénierie, et en particulier d'Alvera, de Young. Et alors, est-ce que cette ingénierie, elle traite aussi des coins comme ça Ah déjà? non, alors Parce justement, que ça, c'est ça qui est très c'est intéressant, une Albert, situation un peu difficile. c'est que par exemple, dans l'ingénierie, Ouais, tu as tout ce qu'il faut pour traiter des segments droits, là, ouais, d'accord? Mais tu n'as rien qui t'explique comment traiter des arcs de cercle. c'est T'as ça. rien parce que la fonction inverse, elle est trop compliquée. Avec cette approche, tu le fais avec une efficacité de moyen qui est classique Ouais, dans ce genre de choses. ouais, Et puis surtout, ce qui est marrant dans les tests, c'était qu'à condition de décomposer les formes qu'on cherchait à reconstruire puis à advecter en quelque part en éléments de régularité différents, donc j'ai dit des arcs de cercle, des coins droits, ouais, des formes biseautées, et bien à condition de mettre tous ces morceaux, tous ces éléments dans le dataset, dans le dataset. Ouais. le machine learning réussit à interpoler de manière bien agréable entre ces choses-là. Hmm. Donc, donc ça permet d'aller plus loin. Mais à nouveau, alors il y a deux choses, c'est qu'il y a cette histoire de dataset, mais tu pourrais utiliser d'autres choses que des réseaux de neurones. Tu pourrais Ah, finalement, voilà. La question, écoute, c'est, ce qui n'est pas je, évident pour moi, c'est est-ce que dans cette histoire, les réseaux de neurones jouent un rôle clé ou est-ce que c'est simplement l'approche data comme ça je peux pas dire. Je c'est, peux pas dire, mais la souplesse d'emploi ouais, et le ouais, fait que ces logiciels progressent à pas de géant pour ce ouais, qui concerne des phases de training très lourdes avec des très gros volumes de données, c'est ouais, un avantage ouais, bien sûr. dont j'ai envie de tirer parti, tu vois. D'accord. Merci. Très bien. François, j'ouvre. Ah, François Jou. Oui, bonjour. Merci pour cet exposé. J'ai enfin compris plein de trucs que je n'avais pas compris. Objectif. Et alors là, il m'en reste encore quand même. Donc, dans ta dernière partie, ton training, tu le fais avec des solutions exactes, en fait. Euh, Ou oui, avec, oui, oui, tu, oui, tu, oui.
tu Oui, peux bien faire sûr. ton training parce que tu connais la solution des problèmes d'action, etc. Donc, tu calcules exactement tes interfaces Absolument. et tu donnes ça à manger à l'algo. Donc, comment tu verrais les choses pour des problèmes où tu n'as pas les solutions exactes? Oui, alors écoute, euh, ce qui mérite d'être dit, c'est la chose suivante. Au début, à un moment, je m'étais dit, OK, comme la question d'ailleurs a été posée aussi par Albert, je vais faire du training uniquement avec des interfaces droites, des segments de droite. D'accord? Par exemple, ici, tu vois que, bah, à condition de prendre un maillage en X suffisamment fin, tu peux toujours approcher cette courbe localement par la tangente, bien évidemment. Et donc, dans le dataset, en mettant des segments de droite, uniquement des segments de droite, je devrais être capable d'approcher correctement ce genre de choses. Eh bien, ça n'a pas très bien marché. Ça n'a pas très bien marché, je ne sais pas pourquoi. Et quand je faisais des k-tests d'advection, le cercle se déplaçait bien, mais en face avant, il était bon, en face arrière, il n'était pas bon. Je n'ai jamais compris pourquoi. D'accord? Et du coup, en revanche, j'ai mis des arcs de cercle dans mes datasets, et ça, c'est un truc qui a l'air d'être important. Et en tout cas, c'est ce que j'ai observé. Et d'ailleurs, Mathieu l'a retrouvé. Donc, je pense que d'un point de vue expérimental, c'est confirmé. Mais je peux te signaler que là, par exemple, ce que j'ai signalé là, c'est que dans ces tests numériques qui étaient très très bons, le dataset a été rempli d'arcs de cercle, mais la fonction qu'on cherche, la fonction indicatrice qu'on cherche à retrouver, c'est une ellipse. Donc, tu vois, il y a une certaine variété. Et en revanche, après, ce qui est intéressant, à mon sens, hein, c'est de rajouter des coins et des éléments géométriques qui ne peuvent pas être approchés de manière simple par des fonctions localement C2, quoi, pour faire ça. D'accord. Alors, si j'ai droit à une toute petite question subsidiaire, là, si tu prends le 23, Ouais. transparent 23, là, ça, c'est vraiment le graphe de ton réseau, le vrai réseau que tu as utilisé, donc il n'est pas… Ah oui, alors écoute, je peux faire un commentaire. Je ne savais absolument pas comment fabriquer mon réseau. Parce qu'une fois que tu es là, donc on a eu un exposé au LJLL hein, qui nous avait parlé de réseaux de neurones, d'approximation adaptative, où le réseau se configurait. Mohamed Masmoudi. Mohamed Masmoudi, merci, ouais. Donc moi, je ne pouvais pas. TensorFlow, ça ne marche pas comme ça. Donc tu choisis toi-même ton réseau. Je pourrais vous faire une petite démo, d'ailleurs, si ça vous plaît, d'ailleurs, bon, très bien. Et moi, et donc j'ai utilisé leurs idées qui viennent de l'analyse d'images, clairement. Et il y a l'idée que ça vient un peu des sciences cognitives, quoi, on voit bien. Donc ils se disent, voilà, comment nous, on comprend, tu vois, tu as une image qui passe devant toi, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'image, c'est les données, c'est les inputs, c'est ça. Après, la deuxième couche, ça pourrait par exemple être tous les bâtonnets au fond de ton œil qui sont en train d'observer tout ça. Et puis après, c'est envoyé par des canaux dans le cerveau. Et puis, c'est en quelque sorte synthétisé, condensé. Et puis, il y a peut-être une première couche de vrais neurones à l'intérieur de nos propres cerveaux, qui est de taille plus petite que le nombre de bâtonnets. Puis après, ça continue à être traité, patati patata. Et puis après, il y a le dernier neurone qui dit « Ah oui, je suis bien en train de voir une image de bicyclette. » Je ne sais pas très bien. D'accord. En fait, ce n'est pas exactement ça ma question. Ah, pardon. Non, mais c'est intéressant. Donc, il n'est pas énorme, ce réseau. Est-ce qu'on peut faire un dump Qu'est-ce que tu appelles un dump? Écrire la formule, quoi, qu'il a trouvée. Qu'est-ce que tu appelles la formule? La formule qui fait passer des données le schéma, quoi, en fait. Il y a un schéma. Il est là, hein, je l'ai écrit, hein, je te signale. Hein. Attends, excuse-moi. Hein. Il est écrit… là, c'est lui. Oui, d'accord. Oui, d'accord, mais l'écrire, en vrai, quoi, sur un papier. Ah non, alors justement, c'est impossible. C'est ça qui est intéressant. C'est que tu obtiens des méthodes, dans le cas présent, des méthodes numériques qui sont juste complètement pilotées par les données et pilotées par les poids que tu as réussi à… ça, c'est des produits de matrice et puis avec des fonctions cut-off, mais c'est… Oui, on est d'accord, mais alors attention, fais attention. Alors là, pour te faire peur, je reviens sur le transparent qui te plaisait, là. Pour te faire peur, quel est le nombre de coefficients là-dedans? Pour passer de cette couche à celle-là, comme j'avais des réseaux denses, j'ai une matrice 80 x 40. Hein. Donc là, j'ai 3200 degrés de liberté. Et puis là, j'en ai pas mal aussi. Hein. D'accord. Ça fait et ainsi de suite. Donc là, tu te retrouves avec 4000 degrés de liberté ou je ne sais plus quoi. Je n'ai pas du tout envie d'écrire quoi que ce soit. Moi. Ok, merci. Ok, merci. Grégoire Allaire. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Salut Grégoire.
Bon, bah, Bruno, merci pour ce très bel exposé. Et alors, j'ai une question en fait de prospective parce que d'une certaine manière, tu t'es attaqué, bon, il faut bien commencer, à un problème facile parce que c'est purement géométrique, mais justement sur l'exemple que tu prends d'écoulement diphasique, enfin avec Ouais, deux phases, bon là, tu as fait du gaz parfait, donc on connaît les. Donc, il y aura toujours numériquement des cellules partagées entre les deux fluides, ouais. donc il faut une loi de mélange, et donc dans le cas des gaz parfaits, Rémi a proposé une loi de mélange, mais si tu avais pris des gaz plus compliqués, il y a eu plein de travaux compliqués pour dire quelle était la loi de mélange, et est-ce que tu ne pourras pas faire de l'apprentissage pour savoir quelle est la bonne Ah, loi de mélange? ah bah, c'est sûr, hein. Et voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, en fait, l'idée plus générale, c'est que dans les codes, enfin, je pense qu'il est derrière, qu'il y a qu'il y a une ouverture derrière ces possibilités là dont je viens de parler, mais tu as raison. C'est que dans les codes de calcul, chaque fois qu'on a des modules locaux très non linéaires, qui sont soit des modules numériques, soit des modules d'équation d'état ou des choses comme ça, tu vois, ou retrouver une loi de mélange, on peut imaginer fabriquer ces lois de réponse locales qu'on va utiliser par ces techniques. Absolument. Absolument. En mécanique des fluides, les travaux qui avancent le plus, enfin qui sont très intéressants, hein, c'est les travaux autour de la turbulence et de comment passer d'un modèle de turbulence à un autre. Donc là, il y a les travaux de Thierry Poinceau et comment il s'appelle, zut, ok, bon, ça va me revenir, bon, très bien. Et un collaborateur, enfin, il y a d'autres personnes au Cerfax. Et donc, eux, ils pilotent des modèles de mélange non linéaires avec ce genre de technique. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Une fois, j'avais discuté avec Marie Wheeler qui m'avait dit, ah, dans les modèles de sous-sol, hein, donc pour ceux qui connaissent Marie Wheeler, donc, qui est au Texas, donc c'est beaucoup de problèmes pétroliers. Donc, on a beaucoup de problèmes pour identifier des bons schémas et des bons modèles de couplage entre des couches géologiques différentes. Est-ce qu'à partir de données, on ne pourrait pas voilà, essayer d'utiliser ce genre d'idées pour essayer de rajouter un peu de physique dans les choses qu'on est en train d'échanger. Non, mais je suis d'accord avec toi. Merci. Ok, merci. Didier Smets? Oui, salut Bruno. Oui, c'était juste pour savoir comment ça fonctionne, comment ça se comporte si tu lui donnes un patatoïde, parce que là, en fait, il reproduit ce que tu lui as appris. Ah, oui. L'intérêt, c'est de voir un peu comment ça se comporte quand on sort un peu de ce qu'on a appris, non? Ben, généralement, ça se comporte mal, hein. Alors là, effectivement, donc moi, je ne fais que de l'interpolation. Pour les images, pas. Moi, je ne fais que de l'interpolation. Et d'ailleurs, pardon, excuse-moi, là, c'est exactement ça. Là, j'avais un dataset dans lequel j'avais mis que des arcs de cercle et des coins droits. Et cet élément-là, qui a un point biseauté, bon, celui-là, il se porte bien, pas trop mal, mais celui-là ne se porte pas bien. Et donc, en fait, le schéma numérique, le flux, il est obligé de reconstruire la fonction flux, mais en quelque sorte, il est obligé d'extrapoler parce que je lui ai rien mis dans mon dataset qui lui donne une idée raisonnable de ce qui est la bonne reconstruction là. Et ben, ça ne marche pas. Donc moi, je suis quelqu'un d'assez conservatif et j'aime bien faire de l'interpolation et je suis très suspicieux avec l'extrapolation. Mais je pense que je ne suis pas le seul, hein. Mais si Voilà. tu prends une courbe régulière maintenant pour le bord, prends même un truc convexe, mais qui ne soit pas une ellipse ou un… Ouais. Comment ça marche? Si tu as appris avec des cercles… Ah, je sais pas. Mais en revanche, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que alors pour aller dans ta direction et pour rejoindre à ce que j'ai présenté, qui était plus le tirer vers du côté de l'approximation numérique adaptative, c'est que dans TensorFlow et dans tous ces logiciels, hein, donc TensorFlow, c'est le logiciel de Google, hein, c'est pour ça qu'il est intéressant, parce qu'il y a de la puissance derrière de développement. Eh bien, j'ai utilisé, bon, les sigmoïdes, on ne les utilise plus, mais la fonction relue. Mais tu peux parfaitement mettre 0, puis raccorder à x carré, puis à x3, et ainsi de suite. En fait, tu peux même fabriquer des fonctions de type hermite. On peut implémenter très facilement, déclarer des nouvelles fonctions d'activation, pardon, qui sont en fait tous les éléments finis qu'on veut, d'ordre aussi élevé qu'on le désire. Il suffit de le faire. Et donc, en quelque sorte, ça répondra à ta question. C'est-à-dire, si je code un élément fini d'ordre 2 ou d'ordre 3 dans TensorFlow et que je refais les tests, qu'est-ce que j'obtiens? Ben, on verra. J'en sais rien. Personne ne sait, ça n'a même pas été regardé. Je ne sais pas, est-ce que ça répond à ta question? À moitié, disons. À moitié. J'ai envie de dire que d'un point de vue calcul et outils de calcul, on peut répondre à ta question et on peut voir si ça marche.
D'un point de vue théorique, je ne sais pas. Non, mais ma question, c'est plutôt qu'est-ce que ça donne si tu mets un patatoïde qui ne soit pas une ellipse avec ta méthode actuelle, avec ton tête actuel? Est-ce que ça déconne complètement? Non, 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 je ne pense pas. Mais effectivement, il faut faire beaucoup. C'est le problème de ces méthodes. Hein. C'est que comme tu n'as pas de barres d'erreur théoriques qui te sont proposées de manière systématique, tu es obligé de faire passer à la fin beaucoup de cas tests, entre guillemets, pour t'assurer que ça donne une réponse satisfaisante pour un ensemble assez large de formes caractéristiques. Ça, je suis d'accord avec toi. Bon, il y en a eu quelques-uns de plus qui ont été faits que celui que je t'ai présenté. Okay. Merci. OK. Alors, donc, maintenant, c'est Vincent. Oui, merci Yvon. Bonjour Bruno, c'était une question assez courte, c'était simplement peut-être que tu peux commenter sur le coût, que ce soit le training ou bien l'évaluation de tes fonctions flux, par rapport, par exemple, si on prend l'évaluation des flux, par rapport au flux que tu aurais calculé géométriquement ou la construction slick ou click. Absolument. Très bien. J'ai préparé un transparent pour ça. Donc, avec ces techniques, le coût, il est à deux moments. Quand tu fais le training, donc la partie offline, alors, donc moi j'ai décidé, enfin nous on a décidé d'utiliser, moi j'ai utilisé uniquement TensorFlow. Mais Mathieu est en train de reprendre tout ça, Mathieu Ancelin, hein, qui est en postdoc, qui est en train de faire l'extension, de reprendre tout ça. Et il est aussi en train d'évaluer scikit-learn, qui est le logiciel de l'INRIA. C'est un vrai avantage pour un certain nombre de cas. Parce que scikit-learn, il y a des méthodes de Quasi-Newton qui sont de convergence plus rapide dans certains cas. Bon, enfin, ok, donc c'est pas clair du tout que. Bon, toujours est-il que les méthodes de gradient stochastique convergent véritablement doucement. Elles ont une convergence très bruitée, c'est pas bon du tout. En revanche, l'implémentation des méthodes de gradient stochastique en tant que logiciel, c'est magnifique, c'est spectaculaire. D'accord ? Donc, moi, je comprends ça comme des méthodes à convergence lente, mais qui sont en quelque sorte accélérés par une implémentation magnifique. Bon, très bien. Le training coûte. Donc, pour répondre à ta première question, le training coûte. Mais le training, comme on dit, c'est offline. Bon, écoute, entre travailler 3 ans pour fabriquer un théorème et travailler 3 heures pour que mon logiciel fabrique un bon flux, bon, finalement, voilà, il faut travailler, quoi. Donc ça, c'est pas gênant. En revanche, quand tu utilises ces flux dans un code de simulation, il y avait un enjeu au début qui était le coût à l'utilisation. Et ça, c'est un truc sérieux, hein, quand tu le mets dans un code de CFD. Alors, en gros, ça coûte, pour te dire les choses, mais c'est parfaitement possible. Alors, par exemple, là, ça, c'est le code de Frédéric Lagoutière. Ça avait été 1 microseconde par cycle et par pas de temps. Ce qu'on voit là, très bien. Et ça, c'est le code de base de Fred. Et Frédéric Lagoutière, toutes mes excuses. Et si je prenais un flux qui était prédit qui était reconstruit sur 5 couches, eh bien l'évaluation d'un flux, c'était 300 fois plus coûteux, pour faire simple, qu'un flux standard dans le code numérique de Frédéric Lagoutière. Donc il y a un coût, ce qui est normal, puisque on enchaîne, j'avais dit, des multiplications matrice-matrice de grande taille pour reconstruire ces flux. Mais pour les méthodes de reconstruction d'interface, on a de la chance, parce qu'en fait, souvent, ces méthodes coûteuses, on ne veut pas du tout les utiliser partout dans un code de calcul. Tu veux les utiliser là où il y a l'interface. Et donc, tu as plein de mailles où tu ne vas pas l'utiliser. Donc, en fait, ces techniques, c'est plutôt des schémas, quand tu vas les utiliser, qui vont être des schémas hybrides. Tu vas utiliser le schéma coûteux à un certain endroit parce que tu sais exactement que tu en as besoin là. Tu es prêt à faire des efforts, en résumé. Il y a un surcoût. Et une nouvelle fois, je rappelle qu'il est en train de baisser parce que les computer scientists bossent dessus. Et puis, et pour les problèmes d'interface, bon, très bien. Donc, en fait, à la fin, le surcoût est parfaitement admissible. D'accord. Et alors, une dernière question. Alors, souvent, les algorithmes qui sont utilisés, ce que tu appelles les algorithmes ingénieurs, j'ai envie de dire, il y a beaucoup de branch statements, tu sais, il y a beaucoup de if, des choses comme ça, donc c'est des choses qui ne sont pas faciles à accélérer. Est-ce que ça, tu crois qu'on pourrait utiliser ça, j'imagine que ça tourne assez facilement sur tes GPU. Oui. Alors même maintenant, il y a des trucs qui s'appellent des TPU ou qui sont des TensorFlow Processing Unit. Attention, hein, les computer scientists, ils bossent là-dessus, hein, vraiment. Hein. Donc, ils sont en train de développer des processeurs
qui permettent d'appeler en ligne ces réseaux de neurones et de faire ce genre de surcalcul en même temps très, très vite ou très efficacement ou très, très inefficacement, ça on peut discuter, hein, d'accord. Mais enfin, moi, tout ce que je peux dire, c'est que du point de vue de la mise en place, de la modélisation, de la décision qui a été prise pour la fonction objectif, tu vois, là, tout de suite, on prédit le flux, là, tu vois. On part des données numériques qui sont dans les mailles et on prédit le flux. Et ça a été une façon de diminuer le coût d'emploi. Tu vois, ça aurait été beaucoup plus coûteux à partir des alphas, de reconstruire les paramètres de l'interface et ensuite, à l'intérieur du code, de rediscrétiser, de reconstruire les données qu'on allait échanger. Tandis que là, non, on construit le flux directement. Donc ça, c'est marrant. D'accord. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que j'ai signalé les travaux de Estaven et de Zaleski en calcul scientifique. Alors, Estaven, lui, donc, c'est des limiteurs de pente en hyperbolique qu'il a regardé beaucoup. Et Zaleski, c'est des reconstructions de courbures pour des écoulements à bulles, mais pour des EDP derrière qui sont plutôt de type Navier-Stokes plutôt que l'air. Bon, passons. Je suis en train de m'égarer. Merci Bruno. Très bien, merci. Frédéric Kecht. Donc bonjour à tous. Tu as essayé de regarder si ton interface avait des points d'inflexion pour voir est-ce qu'il fallait les rajouter ou pas? Parce que le rayon de courbure, je présume que tu as mis plein de rayons, donc tu as à peu près toutes les courbures. L'état d'après, c'est mettre un polynôme de degré 3 en fait, donc mettre un point d'inflexion. Oui, absolument. Je n'ai pas fait comme ça, mais il y a un cas test qui était déjà prédéfini dans le code de Frédéric Laboutière, d'instabilité fluide. Donc on résout vraiment l'air compressible. D'accord ? Et donc, il y en a un où c'est l'air compressible, c'est une instabilité de type, je ne sais plus quoi, laquelle, Rayleigh-Taylor, Richner, je ne sais pas quoi. Et l'interface, qui était initialement sinusoïdale, commençait à se retourner, donc très bien. Donc, on se rend compte que ça marche, on se rend compte qu'il y a des petits problèmes près des points d'inflexion, éventuellement. D'accord. Et j'ai aussi une petite remarque. Ton système de batch, en fait, a été inventé par Gauss il y a très longtemps. Ça s'appelle Gauss-Seidel, ton truc, si tu fais des batchs de taille 1. Ah, oh bah bien, oui, écoute, oui, on est d'accord. D'ailleurs, oui, d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est des… Non, voilà. La différence entre les… Bien sûr, tu as raison. Entre les méthodes, disons, de manipulation matricielle, on connaît bien en analyse numérique, en maths, d'accord ? Et ce qui est fait dans ces logiciels, c'est que eux, manifestement, ils décident de la mise en batch de manière random au début de chaque itération globale. C'est ça qui m'a l'air d'être la différence la plus notable. Et les autres, je suis d'accord avec toi, sont des différences probablement plus mineures. Ok. Bon, bah merci encore. Parfait. Eh bien, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'autres questions et on a fait une demi-heure de questions, donc ça me semble tout à fait raisonnable. Je vais peut-être en ajouter une. Ouais. Au niveau des couches, tu as montré le lien entre le nombre de couches et grosso modo l'ordre de la méthode. Ouais. Okay. Bon, on pourrait utiliser aussi autre chose que du relu, avoir des fonctions qui sont plus complexes et qui dépendent de plus de paramètres. Et remplacer donc l'augmentation du nombre de couches par une augmentation de la fonction relue. Tu as raison. J'ai essayé ces tests-là, j'ai essayé avec des fonctions sigmoïdes. Alors on voit bien que de remplacer des fonctions dont la pente est discontinue par des fonctions sigmoïdes, ça améliore. Mais le problème, c'est que c'est complètement en dehors de toute théorie et donc on obtient un nombre, on voit que c'est un peu mieux ou beaucoup mieux ou je ne sais pas quoi, mais je n'obtiens pas vraiment de courbe de convergence claire en fonction du nombre de couches. Donc la situation, disons, en termes de calcul scientifique, ne s'améliore pas et j'ai plus de comparaison théorique. Okay. Et puis en ce moment, disons, la pratique et la théorie s'orientent vers les fonctions relues. Donc moi je trouvais ça plus intéressant, mais sinon je suis d'accord avec toi. Très bien. Eh ben, merci. Est-ce que je peux dire un mot supplémentaire? Comment? Est-ce que je peux dire un mot supplémentaire? Vas-y. Alors, souvent après le séminaire, on avait des petits gâteaux. Alors, vous voyez, je me suis préparé des petits gâteaux. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est pour
François en particulier. C'était justement ce que j'allais dire. Il ne va plus rester beaucoup de petits gâteaux dans les assiettes. Donc, je vous invite à virtuellement partager des petits gâteaux et boire le café qui va peut-être être en train de refroidir aussi. En tout cas, donc, merci beaucoup Bruno pour ce super exposé qui nous a permis d'avoir un point sur les méthodes de machine learning vues par quelqu'un de déterministe et de déterminé. Merci. À très Merci bientôt. Bruno. Merci Bruno. Merci. Au revoir.